Bonjour à tous et bienvenue sur Bloody Count. Aujourd'hui je vais revenir sur l'un des plus grands cinéastes de ces dernières décennies et qui plus est l'un de mes cinéastes préférés. Carrément. Un mec qui, avec sa bande de potes de l'université, bouleverseront complètement le paysage hollywoodien des années 70. Un réalisateur qui, fort de ses nombreux succès d'estime et de popularité, repoussera la forme de sa mise en scène jusqu'à ses derniers retranchements. Un cinéaste qui n'hésite jamais à se mettre en danger, quitte à s'attirer les foudres de la critique et de la bien-pensance générale. Et ce réalisateur, c'est Brian De Palma. Réalisateur émérite qui aura à son actif des œuvres cultes qui auront su rester dans le temps malgré le succès relatif de ces dernières à l'époque de leur sortie, Brian De Palma est incontestablement l'un des plus grands réalisateurs qu'a connu Hollywood. Et ouais, rien que ça. Que ce soit dans son adaptation à succès du Carrie de Stephen King, mais aussi son chef-d'œuvre musical qu'est Phantom of the Paradise, qui, bien qu'il n'a pas intéressé grand monde lors de sa sortie, aura su continuer à faire parler de lui dans les décennies qui ont suivi, au point d'être désormais considéré comme l'un des meilleurs films des années 70. C'est à partir du début des années 80 que De Palma assuma ouvertement l'une de ses influences les plus écrasantes, celle du grand Alfred Hitchcock avec Pulsion ou Dressed to Kill, reprenant fidèlement la structure de Psychose, à un point où on pourrait presque parler de remake. Mais c'est après le succès relatif de Scarface que De Palma réalisa son œuvre hitchcockienne ultime, s'inspirant des précédents chefs-d'œuvre du maître du suspense, mais également de ses propres films réalisés la décennie précédente. Un film qui, dans sa filmographie, reste peu considéré, sans doute dû à sa plastique un peu désuète, mais également à son lot de controverses que le réalisateur aura suscité au point de se faire taxer de misogyne. Bien entendu, il s'agit d'un versant complexe de la personnalité d'un réalisateur unique. Et c'est pour ça que je trépidais d'impatience à l'idée de vous parler du film Body Double. Réalisé en 1984, Body Double est le 16e film de Brian De Palma. Il s'agit donc d'un film réalisé par un cinéaste fort d'une expérience d'un peu moins de 20 ans. Mais intéressons-nous d'abord à ses débuts. Né en 1940 dans le New Jersey, Brian De Palma a étudié le cinéma à la très fameuse Université de Columbia, une école qui aura révélé les futurs grands noms du nouvel Hollywood comme Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas ou Martin Scorsese. Brian De Palma se liera à cette bande de cinéastes talentueux que l'on surnommera les WizKids. Il aura notamment permis la rencontre avec Scorsese et Robert De Niro. Le scénariste Paul Schrader proposera également le scénario de Taxi Driver à De Palma qu'il refilera à Scorsese pour le résultat que l'on connaît désormais. Et c'est très tôt qu'il fera sa rencontre avec le cinéma d'Alfred Hitchcock, lors de la sortie de son chef-d'œuvre Sueur froide dans les salles obscures. À l'époque, le cinéaste british était peu considéré par la critique américaine. Psychose n'était pas encore sorti et n'a pas été l'immense choc scandaleux qui fit sa réputation. Mais Brian De Palma n'attendra pas l'œuvre séminale du slasher pour vivre cette claque cinématographique. Et c'est à partir des années 1970 que son influence commencera dans son cinéma. Déjà avec Hi Mom, il met en scène le personnage de John Robin, déjà présent dans son précédent film Greetings, incarné par Robert De Niro. Il interprète un voyeur chargé de filmer les ébats amoureux de ses voisins à leur insu, en faire des films pornographiques. Une pratique qu'il va d'ailleurs nommer le peep art ou l'art du voyeurisme, une thématique qui reviendra régulièrement au cours de sa filmographie. Dès 1973 sort Sœur de sang, qui annonce déjà son intérêt pour un certain formalisme, notamment ses fameux split screen qui feront sa signature dans ses films suivants, à savoir Phantom of the Paradise ou bien Carrie. Phantom of the Paradise ose même pasticher Psychose lors d'une séquence devenue culte. Mais c'est surtout avec Obsession et Pulsion que ces influences hitchcockiennes se feront évidentes, au point où ce dernier se verra taxé de plagieur. Pourtant, De Palma n'hésitait jamais à montrer ses influences cinématographiques sur ses précédents films, que cela soit celle de la nouvelle vague française sur ses premiers films, notamment Greetings ou Hi Mom, ou bien du giallo sur Sœur de sang ou Carrie.
Déjà avec son fameux Blowout, relecture du Blow Up d'Antonioni, qu'il va cannibaliser avec ses références cinématographiques, dont bien entendu Alfred Hitchcock, notamment par cette thématique que l'on peut retrouver dans Surfroide ou Psychose, cette envie de recréer ou garder ce qui est déjà mort, à l'image de la fin du film, aussi ironique que glaçante. Une métaphore que l'on peut également mettre en parallèle avec le travail de fossoyeur que Brian De Palma opère sur ses films des années 70. Oh, t'es un de ces cinglés qui pèse les cadavres, un nécrophile. C'est pas vrai. Si, j'ai bien vu que je te faisais bander, mais le seul problème c'est que je suis encore bien en vie. Mais arrivé aux années 80, suite au beat de Blow Up et de la controverse de Scarface, notamment pour sa fameuse scène de découpe à la tronçonneuse, Brian De Palma, aussi reconnu et confirmé qu'il peut être, ressent le besoin de se détacher de tout cet héritage qui l'a accompagné durant sa carrière. Pensant arriver à la fin de son cycle Hitchcockien, il écrit le scénario de Body Double sans toutefois considérer l'idée de réaliser le film, préférant déléguer cela au jeune cinéaste Ken Wiederhorn, réalisateur du complètement bis et franchement mou Shockwaves, le commando des morts vivants, Shockwaves, mais surtout Appel au meurtre ou Eyes of a Stranger en titre original, un thriller bien glauque que De Palma a beaucoup apprécié avec la toute jeune Jennifer Jason Leigh dans l'un de ses premiers rôles. L'idée lui vient tout naturellement de Surfroide, avec ce protagoniste lancé dans la filature d'une mystérieuse jeune femme, mais également de son vécu à New York, où il a pu remarquer les vis-à-vis des appartements en face du sien, ce qui rapprocha son idée d'un autre classique d'Hitchcock, Fenêtre sur cour. L'idée du voyeurisme, déjà présent dans Hi Mom, est couplée à la phobie de son protagoniste. Là où dans Surfroide, James Stewart souffre de vertige, ici notre protagoniste incarné par Craig Wasson souffre de claustrophobie. Une idée qui lui vient de son ex-femme et muse Nancy Allen, qui souffrait de la même phobie et qui a d'ailleurs subi une crise durant le tournage de Blowout. Produit par Columbia Pictures, filiale de la Warner, ces derniers refusent cependant de laisser la réalisation à Ken Wiederhorn, préférant miser sur le nom de Brian De Palma, au point de débloquer un budget conséquent de 10 millions de dollars et lui laisser carte blanche pour faire le film qu'il souhaite. L'histoire est donc celle de Jake Scully, acteur de seconde zone souffrant d'une claustrophobie l'handicapant méchamment pour interpréter le rôle d'un vampire enterré dans un cercueil, dans un film bis où il tient le premier rôle, et qui se verra rapidement limogé pour cette raison. Histoire d'en rajouter à son malheur, en rentrant chez lui, il surprend sa petite amie en plein débat avec un inconnu. Le voilà désormais sans travail, à dormir sur le canapé d'un ami barman. En quête de divers rôles sans véritable succès, il fera la rencontre de Sam Bouchard, incarné par Greg Henry, lui aussi comédien, et qui va lui proposer une offre qu'il ne pourra pas refuser. Occuper une luxueuse maison circulaire sur les hauteurs de Los Angeles durant plusieurs semaines pendant que ce dernier part en tournée à Seattle. Outre l'étonnante architecture du lieu, Sam possède un petit télescope qui lui permet d'observer la jolie voisine d'en face qui se livre chaque soir un numéro de danse érotique à moitié nue face à sa grande baie vitrée. Émoustillé face à ce spectacle, Jake en profitera chaque soirée, mais découvrira très vite qu'il n'est pas le seul à l'observer. En effet, un étrange indien au physique difforme est aussi présent, en train d'épier la jeune femme. Scully va alors se mettre à la suivre, alors que cette dernière est également pistée par cet indien inquiétant. Il va peu à peu mettre les pieds dans une machination complètement folle, et découvrir que la voisine qui l'épie n'est peut-être pas celle qu'il pensait être. Alors attention, à partir d'ici, je ne vais plus avoir aucune gêne à raconter tout le film. Je vous conseille donc de le regarder avant de revenir sur cette vidéo. Car oui, au-delà de la phobie de Scully qui fait évidemment penser à celle du personnage de James Stewart dans Surfroide, l'autre référence écrasante réside dans le nœud principal de l'intrigue. En effet, cette mystérieuse voisine nommée Gloria se fait méchamment buter en plein milieu du film après une longue scène de filature où Jake parviendra à nouer le contact avec elle après que l'Indien ait tenté de lui voler son sac à main. Une scène très violente faisant forcément penser à Psychose, tiens, notamment dans l'idée que la comédienne principale meurt en plein milieu du film. Mais c'est en regardant une émission pornographique à la télé que Jake découvrira une performeuse du nom de Holly Body, exécutant exactement la même danse lascive que Gloria lorsqu'elle était seule dans sa maison. On découvre alors que Holly Body était en fait la doublure corps, ou body double de Gloria, afin que Jake soit le témoin impuissant du meurtre de la pauvre jeune femme, par ce mystérieux indien,
qui n'est autre que son propre mari, du nom d'Alexander Rowell, et qui est en réalité Sam Bouchard, arborant un masque aussi grotesque que parfaitement assumé. Cette idée qu'un mystérieux personnage féminin possède deux identités différentes fait forcément penser à Sueur froide, et c'est évidemment une référence à peine déguisée à laquelle De Palma se réfère. Mais à l'image de Pulsion qui reprend Psychose, De Palma ne se suffit pas à ce seul exercice de citation. Il va même beaucoup plus loin, jusqu'à s'autociter à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs dans Pulsion que lui vient l'idée de la doublure corps. En effet, lors de la scène où Angie Dickinson se masturbe dans sa douche, le réalisateur a dû faire avec une doublure pour montrer la poitrine de la comédienne. Une pratique assez courante à l'époque dans le cinéma hollywoodien que De Palma s'amusera à moquer lors du générique de fin. Bon, très bien ma chérie, tu peux te glisser. Bouge pas la main, voilà. Bouge pas la main. Il y a aussi cette séquence de clip musical très MTV dans l'esprit faisant la promotion de la chanson Relax du groupe Frankie Goes to Hollywood, et qui peut énormément faire penser à son Phantom of the Paradise. D'ailleurs, Jake Scully me fait forcément penser au personnage de Winslow, avec ses grosses lunettes et son air plein de candeur. Et pourtant, ici, Brian De Palma cède très peu au fameux gimmick de mise en scène qu'on a tendance à lui attribuer. Je veux bien entendu parler de ses split screens, ses plans en double focale, ou bien ses gros plans séquences très chorégraphiés. Il y a quand même un faux split screen lors de la rencontre entre Jake et Holly Body, ainsi qu'un plan en double focale particulièrement subtil lorsque notre protagoniste sera pris en flagrant délit en train de mater Gloria se changer dans un vestiaire. Sa mise en scène reste toujours très sophistiquée, proposant des scènes sans dialogue, avec de grands mouvements de caméra, filmant plusieurs actions sur une même prise. Body Double est autant une réflexion sur le cinéma de Brian De Palma que sur le cinéma tout court. Un art fait de faux semblants, autant dans sa conception que dans cette volonté de manipuler le spectateur en toute conscience, à l'image du masque grotesque d'Indien que revêt Alexander Rowell. Dès le générique, le film joue à fond la carte des faux semblants, nous plongeant directement dans un film dans le film, et qui plus est, un film Z dans le film de De Palma. Les décors sont en toc, tout comme le soleil en arrière-plan. Une idée que De Palma a très certainement repris du film Le Voyeur de Michael Powell, notamment lors de ce plan large introduisant le film de manière complètement factice, telle une intention de mise en scène de la thématique métatextuelle du film. Une idée qui prend tout son sens quand on sait que son film préféré est Les Chaussons Rouges de Powell et Pressburger. Le réalisateur du film Z, interprété par Dennis Franz, est d'ailleurs vêtu de la veste que Brian De Palma porte durant ses tournages, en plus de s'appeler John Rubin, exactement comme le personnage de Robert De Niro dans ses premiers films. On a également le titre du film qui s'affiche devant un décor qui s'avère être un trompe-l'œil, une manière ingénieuse d'indiquer au spectateur la note d'intention de son film. Mais là où ça en devient franchement évident, c'est bien entendu lors de ce climax où Jake fait face à Sam et se retrouve au fond d'un trou creusé par ce dernier et fait une crise de claustrophobie. La caméra recule, et Jake se retrouve une fois de plus sur le tournage avec Dennis Franz De Palma qui le tire de là. Cet anéantissement du quatrième mur reflète l'état d'esprit d'un Jake en pleine perte de repères mentaux. En effet, ce dernier est caractérisé comme un personnage faible, dont le voyeurisme compense son impuissance symbolisée par ce minuscule télescope. À défaut de pouvoir faire l'amour à cette femme parfaite, il ne peut que la regarder. Une impuissance contrebalancée par la virilité caricaturale de l'Indien, qui va très subtilement pénétrer Gloria avec l'immense mèche de sa grosse foreuse qui servait à la base à percer le coffre à bijoux de sa chambre. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que Sam Bouchard fait appel à lui pour mettre en place son plan machiavélique. Conscient de la faiblesse de Jake lors de la scène où il fait une crise de panique durant un exercice en racontant son traumatisme lorsqu'il fut coincé derrière un frigo en jouant à la sardine avec ses frères, une histoire qui est réellement arrivée à Brian De Palma durant son enfance et qui témoigne de la portée autobiographique du film. Sam met à profit l'incapacité d'agir de Jake pour que ce dernier reste passif lorsque la belle Gloria se fera violenter, agresser, puis tuer. Agir en anglais se dit to act, ce qui réfère également à l'acting. Donc, pour que Jake puisse se sauver du film de sa vie, il doit agir et donc jouer son rôle, comme le révèle si bien Sam lors du grand final. C'est que tu vas devoir agir et jouer ton rôle. Vas-y, Jake.
Et Body Double va jouer régulièrement sur cette lecture métatextuelle, notamment à travers la conception même du film. Par exemple, la fameuse maison circulaire existe vraiment à Los Angeles et se nomme la Chemosphere. Néanmoins, elle ne se situe pas du tout en face de la maison de Gloria. En effet, ils ont dû trouver une maison avec un vis-à-vis, mais surtout des courbures qui symbolisent la féminité du personnage qui y réside. Idem pour la scène de fin, se déroulant auprès d'un réservoir d'eau qui a été entièrement reconstruit en studio, faute de pouvoir éclairer correctement la scène. Brian De Palma fait de Los Angeles un personnage à part entière, en plus de mettre en scène l'un des lieux emblématiques de la ville pour son climax, à l'image de la fameuse scène du Mont Rushmore lors du climax de La mort aux trousses d'Hitchcock. Encore lui, décidément. Mais c'est surtout lors de l'impressionnante scène où Jake suit Gloria au sein du centre commercial que l'on peut admirer sa façon de filmer son décor, tout en déconstruisant l'espace architectural pour arriver à ses fins et proposer un modèle de découpage. Filmé au Rodeo Collection, fraîchement inauguré à l'époque, cette séquence est un authentique morceau de cinéma haletant où ce dédale de bitume est parfaitement chorégraphié au sein de l'espace, notamment à l'aide du regard des personnages qui indiquent constamment vers quel angle le plan suivant sera orienté. Rien à voir avec ces films d'action modernes découpés à la tronçonneuse où on est incapable de se situer dans le décor, quoi. Cette déconstruction des décors à but pratique a également un but cinématographique. Lorsque l'Indien dérobera le sac à main de Gloria sur la plage, Jake partira à sa poursuite avant de subir une crise de claustrophobie dans un tunnel, laissant l'Indien s'échapper. Gloria viendra le retrouver et l'aidera à sortir du tunnel. Et c'est à la sortie qu'il embrassera la plantureuse jeune femme. À cet instant, la caméra se met à tourner autour du couple en train de s'embrasser et le décor devient alors complètement artificiel. D'un point de vue pratique, les techniciens n'avaient tout simplement pas la place pour réaliser ce mouvement de caméra sur le décor, et ont décidé de réaliser cela en studio. Mais d'un point de vue cinématographique, on est tout simplement dans l'esprit mental de Jake, qui est en train de fantasmer cette scène. La grammaire cinématographique du film en dévoilera d'ailleurs énormément au sujet de son personnage. Selon Steve Burrum, directeur de la photographie du film, Body Double alterne sans cesse réalité et irréalité. D'abord l'irréalité du film de vampire, présenté comme réel, filmé de façon très colorée et romantique. Mais dès que Jake sort du studio, les couleurs ne sont plus aussi chaudes. Il se prend la réalité en pleine face. La lumière est plus crue, afin de donner une impression de malaise. Quand Jake se rend chez Sam et lui montre la voisine en train de se livrer à son numéro de danse, on retourne dans un style plus romantique. Cela passe également par un écrasement des perspectives avec une longue focale pour rapprocher l'arrière-plan du premier plan et rendre l'image plus douce. Quand Jake surprend sa copine avec un autre homme, au contraire, la perspective est plus nette, afin d'accentuer la dureté de la réalité que vit notre protagoniste. Mais quand il voit Gloria marcher sur la plage, on retrouve cette sensation de douceur accentuée par la longue focale. Elle a beau s'éloigner vers l'océan, elle ne diminue jamais. Et c'est aussi le cas durant le meurtre de Gloria, filmé également de manière irréelle. Jake a beau essayer de rejoindre Gloria pour la sauver, la profondeur de champ l'en empêche, autant que le montage alterné qui permet de faire s'éterniser la scène, lui donnant l'illusion qu'il pourra sauver cet être qu'il fantasme tant. Cette alternance entre réel et irréel se manifeste aussi entre les séquences, par l'utilisation d'ellipses particulièrement brutales. Je pense encore une fois à ce clip musical au sein même du film. En effet, dans la scène là précédente, Jake passe justement un casting pour jouer dans le prochain film de Holly Body, dans l'intention de se rapprocher d'elle et de l'aborder. La scène en elle-même est très courte, autant que le casting qui se résume à 2 répliques échangées entre le producteur et notre protagoniste. Je peux savoir qu'est-ce qu'on regarde? Ça, je ne sais pas. Ne me dites pas que vous venez de l'acteur studio. Puis on est directement balancé au sein de la fameuse scène musicale. Je trouve que ce basculement brutal résume assez bien l'état d'esprit de Jake, partagé entre une certaine réalité non dénuée d'humour, car oui, j'imagine très bien que quand tu passes un casting porno, t'as pas besoin de faire tes preuves avec de grandes scènes dialoguées, et l'irréalité du clip musical, fait de décors rococo et de paillettes, et peuplé de personnages fantaisistes. Quoi? Oui, le gros plan du sexe. Le gros plan du... Le gros plan du sexe, on tourne Body Choui ici, pas le dernier tango. Body Double se base essentiellement sur le point de vue de Scully,
un point de vue humain, avec ses faiblesses, à l'image de celui du spectateur, qui se retrouve alors directement impliqué dans l'intrigue. On est en plein dans la réflexion méta, où le réalisateur nous donne une femme parfaite à regarder, un fantasme complètement irréel, mais qui n'est en fait qu'une dangereuse manipulation, où l'amour côtoie fatalement la mort. Ce formalisme va évidemment diviser, surtout si on le prend au premier degré. En effet, on nous met dans la peau d'un personnage sympathique, un peu loser, et qui ne peut que susciter de l'empathie lorsque ce dernier se fait cocufier par sa copine. Mais dont le voyeurisme ira à un point où le spectateur se retrouvera à pénétrer l'intimité d'une belle inconnue lorsque Jake l'observera de manière tout à fait innocente pendant que la mystérieuse Gloria change de petite culotte dans une cabine d'essayage. Du coup, ce sera évidemment facile de venir accuser Brian De Palma d'être un gros pervers qui vient normaliser des comportements un peu glauques venant de mecs pourtant pas très virils. Et pourtant, quand on gratte un peu le vernis de cette argumentation, les choses s'avèrent bien moins simplistes. Jake Scully reste un personnage bienveillant, il n'hésitera pas à pester contre ce mystérieux homme qui frappera Gloria alors que ce dernier est en train de les espionner. De plus, sa position de voyeur n'est pas montrée comme positive, notamment quand ce dernier devra expliquer être le témoin de la mort de Gloria devant l'inspecteur de police, qui n'hésitera pas longtemps à le traiter de dépravé sexuel. Et puis si Monsieur Scully ne s'était pas rincé l'œil en matant sa charmante voisine s'adonner à ses plaisirs solitaires, il n'aurait certainement pas mis les pieds dans cette machination infernale. On ne va pas non plus se cacher que Hitchcock lui-même était quelqu'un d'assez limite quand il s'agissait de traiter ses acteurs qu'il considérait comme du bétail, et encore moins les femmes. Voir le cas de la pauvre Tippi Hedren qui a subi les foudres et passions du cinéaste, autant devant sa caméra que dans la vraie vie. Il est d'ailleurs amusant de noter que Melanie Griffith, interprétant Holly Body, est la fille de Tippi Hedren. Mais le caractère de Brian De Palma n'a clairement rien à voir avec celui d'Hitchcock. Là où Hitchcock martyrise ses comédiens pour donner exactement ce qu'ils souhaitent, De Palma laisse bien plus de place à l'improvisation de leur part, auquel il leur accorde une grande confiance. C'est d'ailleurs Melanie Griffith qui se proposera d'interpréter le rôle de Holly Body, après les résultats peu convaincants que ce dernier aura eu avec Annette Haven, une véritable actrice et icône du milieu de la pornographie à Los Angeles. Oh, I kept watching that and wondering, did Melanie know ahead of time what all she was going to have to do in this film? Of course. Did you? Oh, well, yeah, you don't take a film unless you know what you're gonna have to do. Yeah, but some people say that, you know, it wasn't all spelled out in the script, and I've read a lot of scripts, and I know that sometimes not everything is spelled out, but you pretty much knew, huh? Yeah, Brian is a friend, and he's a wonderful man. He wouldn't do that. Melanie Griffith racontera d'ailleurs que les soirées avec Brian De Palma étaient plutôt du genre à jouer au Trivial Pursuit jusqu'à 3h du matin en buvant de l'eau et du café. Loin de ces orgies mêlant sexe, drogue et alcool comme on a souvent tendance à attribuer au milieu interlope d'Hollywood. Cependant, Body Double se trouve être la mise en scène des fantasmes lubriques de Brian De Palma. Si Jake en vient à récupérer la petite culotte que Gloria balancera furtivement à la poubelle, ça vient bien de lui et de son irrémédiable envie de jouer la carte de la perversité. Et oui, n'oublions pas que tout ceci reste du cinéma. Et le cinéma, c'est une forme de catharsis, une manière de défouler des pulsions que l'on ne peut dévoiler comme ça en toute impunité au sein de notre société. Brian De Palma se défendra naturellement de toutes ces accusations. D'abord, et il est possible de le comprendre sur ce premier point, on éprouve bien plus d'empathie quand on voit un personnage féminin en situation de danger qu'un personnage masculin, aussi faible soit-il. Mais aussi, selon lui, l'art n'est pas une forme sociale. Si vous voulez vraiment aider l'humanité, vous ne devriez pas faire de film. Il ne s'agit pas de s'en moquer ou pas, il s'agit de comprendre les limites de la forme dans laquelle vous travaillez. Qu'est-ce qui a changé depuis que Paddy Chayefsky a écrit Network, main basse sur la télévision? Il a probablement émis la critique de la télévision la plus cinglante de l'histoire du cinéma, et je ne crois pas que la télé ait changé d'un iota depuis. De plus, Body Double c'est aussi le portrait d'une ville, Los Angeles. Dans les années 80, Los Angeles devenait la capitale de la pornographie et de la cocaïne. Cette critique de la cocaïne était d'ailleurs déjà présente dans Scarface, selon De Palma lui-même. En effet, il y avait à l'époque une explosion du nombre de décès dus à cette drogue. Un portrait peu reluisant qui fait écho également à celui d'Hollywood.
chose qui n'a pas dû plaire en premier lieu aux premières personnes visées, incapables de faire preuve du moindre recul. Le féminisme était également en plein essor, et le film en fera forcément les frais, autant pour le comportement de Jake que pour le meurtre de Gloria, ou bien cette vitrine du monde pornographique qui aura beaucoup posé problème au studio Columbia. Pourtant, de mon point de vue, je trouve que le film se montre plus féministe que misogyne, notamment dans la façon de filmer ces femmes, comme des créatures parfaites, presque irréelles, mais en même temps, typiquement ce que vendait le Los Angeles de cette époque. Holly Body est selon moi une véritable icône féministe. Bien loin des stéréotypes de la blonde cruche sans cervelle, il s'agit d'un personnage qui sait ce qu'elle veut et reste assez maligne et consciente de la mauvaise intention des hommes du milieu. Je pense que son pseudonyme n'est pas non plus un hasard. Holly Body réfère à une certaine pureté religieuse, ironique vu le métier dans lequel elle travaille. Sorti le 26 octobre 1984 aux États-Unis, Body Double n'aura malheureusement eu qu'un succès mitigé en salle, ne récoltant que 8,8 millions de dollars pour un budget de 10 millions. Évitant de justesse sa classification X de par sa violence et son sujet, le monde du porno ayant une place importante dans le récit, le film fut évidemment très controversé. Certains critiques comme Roger Ebert adorèrent, mais d'autres, tout en louant les qualités techniques et formelles de De Palma, estimèrent que le film va beaucoup trop loin dans la représentation du sexe et de la violence. Brian De Palma fut évidemment épinglé par la presse, et surtout par les associations féministes, une chose qui le vexa énormément. Nominé au Razzie Award du pire réalisateur l'année suivante, Brian De Palma se montrera lui-même assez critique envers son propre film des années plus tard. Mais le temps fera son œuvre et réhabilitera progressivement Body Double au sein de la culture populaire. D'abord, de par cette représentation des années 80, des années où la cocaïne côtoie le culte du corps, où l'arrivée de la VHS permettra au monde de la pornographie d'exploser et de s'incruster dans les foyers américains, une décennie faite de strass et de paillettes, où les premiers clips musicaux débarqueront sur les téléviseurs. Rien à voir avec la vision fantasmée complètement bidon que nous vend une série comme Stranger Things, quoi. Mais c'est aussi grâce au roman controversé de l'auteur Bret Easton Ellis que Body Double connaîtra un certain culte. Je veux bien entendu parler du très fameux American Psycho. Écrit et publié en 1991, American Psycho est une critique virulente des années 80 et du capitalisme sauvage de cette époque. Le livre est une sorte de journal intime d'un yuppie de Wall Street du nom de Patrick Bateman. Authentique golden boy de son temps, accro au sexe, à la drogue et aux fringues de luxe, cet insupportable être vivant se révèle également être un putain de psychopathe serial killer. Pour avoir lu le bouquin, je peux vous assurer que je n'ai jamais lu de meurtre aussi abominable, à un point où il m'est même arrivé de détourner le regard lors de la lecture de certains passages, vu à quel point l'ultra-violence de certains meurtres est décrite dans ses moindres détails. D'ailleurs, si vous avez d'autres bouquins qui pourraient rivaliser en termes d'horreur graphique, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire, ça m'intéresse. Outre le scandale que l'œuvre de Bret Easton Ellis a suscité lors de sa parution, on découvre très vite que le film préféré de ce charmant jeune homme qui est Patrick Bateman se trouve être Body Double. Tellement fan du film qu'il parviendra à dire combien de fois il l'a regardé, c'est-à-dire 37. Durant le roman, il se retrouvera souvent à raconter des scènes du film au lecteur, et même à les reproduire auprès de certaines de ses victimes. En France, c'est le distributeur Carlotta Film qui réhabilitera le film de De Palma, en inaugurant une collection de coffrets ultra collector, et ce dès 2015. Le coffret en question comprend le film restauré en 4K, ainsi que le passionnant livre Double De Palma de Susan Dworkin. Il s'agit du récit de tournage du film qui m'aura beaucoup aidé pour l'écriture de cette vidéo. Enfin, pour Brian De Palma, la réception de Body Double n'aura heureusement pas été un frein à sa carrière. Et c'est même tout le contraire. En effet, suite à ce film, il réalisera une petite comédie avec Danny DeVito et Harvey Keitel à la réception plus que confidentielle, mais connaîtra un immense succès avec Les Incorruptibles qui recevra de multiples récompenses. Puis il connaîtra de nouveau de cuisants échecs avec Outrage et Le Bûcher des Vanités, avant de connaître le plus gros succès public de toute sa carrière avec le premier film de la saga Mission Impossible. Body Double a très certainement été un pivot dans la carrière de Brian De Palma, qui fait ici ses adieux au cinéma d'Alfred Hitchcock, mettant un terme à son travail de fossoyeur qu'il exerçait depuis les années 70, ce qui ne l'empêchera pas d'y revenir de temps à autre, malheureusement dans les films les plus mineurs de sa filmographie,
comme L'Esprit de Caïn, Femme Fatale, ou le complètement ringard Passion, qui restera certainement son dernier film de cinéma, notre cinéaste ayant passé le cap des 80 ans en ce début de décennie. À la vue de sa filmographie foisonnante, Body Double se révèle être un film fascinant, un authentique morceau de cinéma qui n'hésite pas à s'auto-analyser. Que l'on connaisse son cinéma et celui dont il s'inspire ou non, je vous conseille vraiment de le découvrir, ou de le redécouvrir si vous l'avez détesté, ce que je peux tout à fait comprendre. Car malgré sa direction artistique très désuète, il s'agit d'un film qui questionne frontalement notre regard. Sans la moindre finesse, très certainement, mais le cinéma n'est-il pas l'art tacite de la manipulation entre le réalisateur et son spectateur ? Ça fait réfléchir.